De retour à Lyon pour cette nouvelle table ronde gouvernance, comment remettre l'hôpital sur pied. Nous sommes accompagnés pour cette table ronde avec Laurence Garot. Vous êtes directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, siège du SAMU de l'Allier, et Raymond Lemoigne, directeur général des Hospices civils de Lyon. Bonjour à tous les deux, bonsoir plutôt. Première question, un propos introductif sur le centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Laurence Garot, aujourd'hui, ce sont près de 17 équivalents temps plein, et vous m'avez dit ça en préparant cette table ronde, et vous en êtes fiers, sur le centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur les urgences, bien sûr. Sur les urgences. Oui, oui. Je vous laisse le micro. Excusez-moi, j'en ai utilisé mon micro. Non, vous n'avez pas besoin d'appuyer, vous le prenez. Alors, voilà. oui, je précisais que c'était 17 équivalents temps plein d'urgentistes pour un niveau de passage annuel de 40 000 passages par an, donc sur les urgences de ce centre hospitalier, qui est un centre hospitalier de taille moyenne, dit périphérique, en fait, autour donc d'un CHU Clermont-Ferrand et au sein d'un groupement hospitalier de territoire. Alors pourquoi en fait on est collectivement fiers, c'est qu'il y a 3 ans à peu près, on était tombé, c'est le cas de le dire, à 7-8 équivalents temps plein, et là-dedans j'avais mes régulateurs SAMU qui donc régulent d'abord et puis éventuellement font un peu de travail au SMUR et puis au service d'accueil urgence. Donc on a remonté la pente. Je pense qu'on a ce malheur et en tout cas cette opportunité plutôt qu'une chance d'être tombé peut-être un petit peu avant tout le monde et par la force des choses, l'obligation de trouver des solutions. On a cherché ce qu'on pouvait mettre en place pour faire revenir nos praticiens, pour en attirer de nouveaux, et donc ça a pris à peu près 2 ans, et puis là on est actuellement en capacité de venir soutenir les urgences de Montluçon qui est un établissement de notre taille à peu près, de Vichy dans l'Allier. Alors après il y a des équilibres fragiles parce que à aider tous nos collègues, c'est d'abord une solidarité, mais ça peut aussi se retourner contre notre propre équilibre interne, et il faudrait qu'on évite de redévisser. C'est vraiment le mot que j'utilise souvent parce que ça va très très vite. Quand il y a un seuil de franchi, en fait, un minimum donc d'effectifs qui n'est pas conservé, et bien tout dévisse très très vite et on se retrouve à 5-6 équivalents temps plein et on peut plus faire tourner un service d'urgence. Et c'est arrivé cet été dans plusieurs établissements de santé. On va aborder avec vous les solutions, les moyens que vous avez mis en œuvre. Mais avant tout, je vais donner la parole à votre confrère, même si on n'est pas sur les mêmes... Pas sur la même taille d'établissement. Mais bon, donc je suis très heureux de vous recevoir, Raymond Lemoigne. Vous êtes directeur général des Hospices civils de Lyon. Et les Hospices civils de Lyon, c'est 5 groupements hospitaliers, autonomes et interdépendants. Une agilité malgré la taille. Bonsoir à tout le monde. Bon, les Hospices civils de Lyon, c'est le 2e CHU de France. Et la question qui est posée au-delà, après on va revenir sur quand même le contexte singulier que nous sommes en train de vivre collectivement, est comment on gère un mastodonte comme les Hospices civils de Lyon, une institution de 24 000 salariés qui est distribuée sur 5 groupements hospitaliers, mais en fait sur 13 sites hospitaliers. Et enfin, la question, elle est comment on construit une chaîne de commandement. Le mot commandement ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais comment on construit une décision dans une institution comme de la taille des Hospices civils de Lyon, si on veut garantir des décisions rapides, agiles, de proximité. Qu'est-ce qui relève d'une direction générale? Qu'est-ce qui relève d'une direction de groupement? Qu'est-ce qui relève d'une gouvernance centrale? Qu'est-ce qui relève d'une gouvernance de groupement? C'est des enjeux qui nécessitent de s'interroger en permanence. Et ce que l'on peut dire en introduction, c'est que cette équation, elle était déjà posée en 2010, elle était posée en 2019, elle est posée en 2022. Et en fait, la façon dont on va vouloir résoudre cette équation n'est absolument pas la même que les choix qui ont pu être ceux de l'institution en 2019 ou en 2020. Ce qui veut dire que prendre une décision après la crise, avec le contexte des ressources humaines sur lequel Laurence vient de commencer son intervention, c'est quelque chose qui doit en permanence vous interroger, parce que quand quelque chose ne va pas bien, l'hôpital public évidemment souffre en ce moment,
à un moment donné, les hospitaliers ont besoin d'avoir la garantie que les mécanismes de décision, d'arbitrage, fonctionnent dans une institution. Et dans un établissement de la taille des Hospices civils de Lyon, cette garantie-là, elle nécessite un savoir-faire, des efforts d'adaptation et des remises en cause en permanence pour éviter évidemment que tout le monde se réfugie derrière une décision qui n'est jamais prise, ce qui est parfois quand même la tentation des grandes structures hospitalières. Et ça m'amène à revenir sur le titre de cette table ronde. Je vous pose la question, comment remettre l'hôpital sur pied? On peut considérer que l'hôpital est par terre aujourd'hui? Je laisse Laurence. Les urgences, enfin... Alors, moi je vais surtout parler de l'exemple que je connais et du territoire que je connais. Donc, l'hôpital a été en grande difficulté. Il est tombé peut-être, relevé peut-être aussi, fragile sûrement, toujours. Alors on n'est pas bien sûr, et merci à Raymond vraiment de rappeler nous sommes des collègues, mais nous sommes sur des environnements très différents. Donc là j'entends 22 000 professionnels, donc nous on en a 2200. Voilà, donc alors c'est pas petit, c'est pas ridicule, mais c'est pas rien n'est ridicule d'ailleurs. Donc dans l'hôpital public, mais c'est vrai que voilà, on a peut-être une courroie de transmission plus directe. C'est vrai que c'est très facile. Il faut y consacrer du temps et de l'énergie, mais d'être en relation avec la communauté médicale, la communauté hospitalière, de prendre des décisions et d'essayer de faire en sorte qu'elles soient rapidement mises en œuvre. C'est vrai que je pense qu'on a eu cette chance-là d'avoir une facilité de dialogue avec la communauté médicale et puis vraiment des échanges extrêmement directs en disant bon voilà, on n'a plus de médecins, qu'est-ce qu'on fait pour garder les quelques-uns qui nous restent, parce que on en avait encore 4 ou 5, ce que j'appelle nos piliers, à qui je voue une admiration sans borne puisque c'est vraiment grâce à eux qu'on a remonté en fait l'équipe, mais pas que. Alors parce que, ils ont continué à bien accueillir les jeunes professionnels. Deux, quand je dis pas que eux, c'est l'équipe, le collectif des urgences a vraiment fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, tout le paramédical a été en soutien aussi du médical et donc du peu de médecins pour les conforter, pour les rassurer, pour les épauler. Et ça a été vraiment majeur, à tel point que, puisque je n'avais plus de médecins, puisque comme on dit souvent, on n'en fabrique pas, hélas, nous avions encore à l'époque, même si maintenant c'est un peu plus compliqué, des professionnels paramédicaux. Donc on avait moins de médecins, mais on pouvait recruter donc des infirmiers ou des infirmières. Et c'est ce qu'on a fait pour conforter l'exercice médical. On a créé la fonction, je pense que ça existe ailleurs, mais de coordination. De coordination et de médiation. Voilà. Donc ça a été fait pour soulager l'urgentiste de toutes les tâches administratives, de tous les irritants dont on entend souvent parler, mais qui sont réels et qui les empêchent de se consacrer donc à l'essentiel de leurs tâches. Et ce sont donc les paramédicaux qui ont pris ça donc à leur niveau et vraiment, j'allais dire, au grand bonheur des urgentistes. Et puis ça se sait. Et puis les internes ont vu ça fonctionner à l'hôpital de Moulins-Yzeure, se sont dit tiens, finalement il y a des innovations qui se mettent en place. Dans mon travail, ça me facilite la tâche. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, mais on s'entend bien. Donc tout ça nous a permis de remonter la pente, mais pas que cet aspect RH. Cet aspect RH a été très fort, c'est vrai. Et d'ailleurs, on les a gardés, bien sûr, même si maintenant on est à 17 équivalents temps plein, on a bien sûr gardé donc les infirmiers de coordination de médiation, parce que ça fait un peu notre image de marque, notre marque de fabrique. Mais il y a eu aussi un gros travail sur la régulation SAMU. Donc, faites le 15, nous, c'est vraiment un slogan qu'on avait déjà beaucoup chanté dès 2019, parce que tout se joue aussi en amont de l'arrivée aux urgences. Nous allons parler bien sûr régulation, mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur une question. Nos confrères de Challenge, il y a de cela une quinzaine de jours, ont titré « Les soignants prennent le pouvoir ». Est-ce qu'on peut dire que les soignants peuvent prendre des responsabilités, ou est-ce qu'il est nécessaire d'avoir à la tête d'établissements comme HL des responsables qui soient capés comme vous? Alors je vais répondre à la question tout à l'heure, c'est est-ce que le système de santé il est par terre? Il faut quand même que de temps en temps, il faut aussi qu'on soit un peu positif. Certes, c'est compliqué, mais il faut que notre pays sache que le système de santé a tenu. Le système hospitalier a tenu, le système de santé a tenu. Voilà. C'est important de le savoir. Autrement dit, on a peut-être des difficultés. Certes, le prix est très lourd à payer. Il y a des choix qui ont été faits. Il y a des nouvelles alliances qui ont été faites. Je vois les collègues de l'URPS infirmiers ici. Il y a des choses positives qui sont passées.
ce que peut-être que parfois n'est pas assez dit et qu'il faut qu'on repartage. Vous pouvez dire ce que l'on veut, le système de santé traverse une crise depuis 2 ans. Depuis 2 ans, la crise Covid, qui elle-même n'a en fait que aiguisé ou avivé des difficultés qui préexistaient. Autrement dit, voilà un système qui est confronté à un état de crise inédit, qui s'additionne, c'est-à-dire que la crise sanitaire s'additionne à une crise de recrutement des ressources humaines, qui elle-même est en train de s'additionner à une crise de l'accès à la ressource énergétique, et donc à une nouvelle interrogation du modèle de croissance. Vous avez quand même tous les ingrédients pour imaginer quand même que tout cela est très difficile à gérer, quand il faut réassurer, redonner de la lisibilité, redonner des marges de manœuvre. Alors pour répondre à votre question, la question est maintenant, mais comment on fait pour redonner un peu d'espérance et d'espoir aux équipes, alors que oui, la situation est compliquée, parce que tout le monde est fatigué, parce qu'en plus il y a des difficultés de recrutement, qui sont que le marché du travail ne produit plus du soignant. Voilà, désolé de parler ainsi, mais l'appareil de formation initiale doit être réactivé, doit être relancé, on peut le dire ici, puisque le Conseil général est un organisme financeur. Alors, la question que vous posez est plus redoutable de dire, mais qui est le plus légitime pour créer cette espérance dans une institution? Est-ce que c'est le manager technocrate, désincarné, administratif? Je n'ai jamais dit ça. Que je suis, ou est-ce que c'est forcément un soignant, un médecin, un infirmier bon. Pour tout vous dire, moi j'ai exercé dans différentes structures. J'ai exercé dans des centres anticancéreux, où le patron était un médecin, et j'ai exercé dans des CHU, où le patron était un administratif. Je vais vous donner quelques clés, qui ne sont pas uniquement astucieuses, mais qui vous permettent de relativiser plein de choses par rapport à ce qu'on entendait. J'ai exercé dans des CHU, et je faisais compagnonnage avec un président de CME, et je considérais que c'était le président de CME qui était le meilleur manager de nous tous, qui était le meilleur pour incarner le leadership, pour créer un discours, redonner de l'espérance, créer des repères pour les communautés professionnelles. Et le directeur, son job, était de se mettre au service de ce talent-là. J'étais dans un centre anticancéreux, le patron était un médecin, il était un scientifique incroyablement brillant, capable d'imaginer la médecine de demain, mais n'était pas fichu de créer du consensus, de créer de la cohésion, de créer du collectif. Et c'était le DGA qui, lui, était le bon manager, qui savait trouver les mots, savait trouver la dynamique. Et donc la question n'est pas de savoir quelle est la qualité professionnelle du manager. Le manager, il peut être un médecin, et il n'y a aucun état d'âme. Et j'en ai vu, et des gens remarquables. Et je vous ai même dit que j'ai vu un président de CME qui était le meilleur pour emmener son CHU. Et j'ai vu dans un centre anticancéreux l'exemple inverse, où c'était le DGA qui recrée de la cohésion institutionnelle et une vraie vision stratégique dans son établissement. Et donc le management, ça ne s'improvise pas. C'est un talent, c'est un savoir-faire, parce que on apprend, on peut faire des erreurs. Et donc la question n'est pas tant de savoir, de dire est-ce qu'il faut un directeur médecin, un directeur soignant, un directeur administratif, on s'en fiche royalement. Et à l'hôpital public, on demande, Laurence et moi, on est confrontés à une difficulté singulière, qui est que moi, quand je prends une décision à l'hôpital, je ne prends jamais ma décision tout seul. Je vérifie en permanence que mon président de CME est capable de dire exactement la même chose que moi, avec ses mots à lui, ses contingences à lui, mais il est capable de l'assumer comme moi. Et quand on n'est pas d'accord, on sursoit la décision. La collégialité, c'est important, mais vous avez abordé une autre question, Madame Garot, tout à l'heure, c'était sur cette nécessité aujourd'hui, régulation. C'est important pour vous, c'est important dans votre territoire. Vous avez réussi à vous associer avec le SMUR et vous allez me parler tout à l'heure des Héli-SMUR, ça vous a été également très bénéfique pendant l'été. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nécessité aujourd'hui pour remettre sur pied l'hôpital, que de relier l'ensemble des acteurs? On va parler tout à l'heure de l'UPRS avec vous, Monsieur Lemoyne.
Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que on a pu remonter la pente avec aussi beaucoup d'humilité. On sait qu'on peut redévisser pratiquement à tout moment, hein, donc parce qu'il suffit de 2 ou 3 départs simultanés sur des petites équipes comme ça pour qu'en fait ça crée donc un sentiment vraiment de faiblesse d'une équipe et que 2 ou 3 autres s'en aillent. Donc on est vraiment très très humble par rapport à ça. Et c'est vrai que le fait d'être très en appui sur les 2 autres centres hospitaliers du département, c'est parce que d'abord, je vous dis, on a une solidarité naturelle, mais qu'en même temps on se dit que ce qu'on va traiter en amont arrivera de façon plus organisée ou n'arrivera pas donc sur notre établissement, mais en même temps ça fragilise nos équipes aussi parce qu'elles sont un peu partout. Donc le SAMU, oui, c'est majeur parce que voilà, comme je le disais avant l'heure, nous on a vraiment diffusé la méthode du faire le 15 absolument parce que, alors en lien bien sûr avec le plus possible avec la médecine libérale, on s'est pas toujours très bien compris, il faut être clair, mais c'est vrai que on essaye de se comprendre, c'est ça qui est important d'essayer en incitant plus la population à faire le 15, on voulait aussi agir sur l'afflux des arrivées aux urgences. Comme on avait moins de ressources pour traiter les patients qui arrivaient aux urgences, il fallait jouer sur tous les leviers et donc éviter que de trop de patients ne relevant pas de la stricte urgence vitale ou des urgences relatives trouvent par contre éviter qu'ils arrivent à l'hôpital, mais trouvent d'autres solutions. Et le centre 15, ce qu'on a essayé de faire donc dans l'Allier, c'est d'être un peu préfigurateur, modestement là aussi, du service d'accès aux soins qui va se déployer, qui va généraliser donc sur tous les établissements, enfin en tout cas qui ont un SAMU à partir, je crois fin juin 2023. Eh bien en fait, on a appelé ça nous la plateforme SAMU Santé, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que, en appelant le 15, les personnes aient une réponse qui n'est pas forcément celle venue aux urgences, mais qui est demain on vous organise donc un rendez-vous programmé avec un spécialiste, donc puisque visiblement, d'après ce que vous décrivez, c'est un spécialiste de tel organe dont vous avez besoin. Demain, vous êtes une personne âgée ou vous appelez pour votre parent âgé, on vous admettra directement au court séjour gériatrique sans que vous passiez par la case urgence, parce que tout le monde sait à quel point c'est délétère pour une personne âgée de passer par les urgences. Et au-delà, effectivement, ça crée aussi, bien sûr, donc j'allais dire, le terme n'est pas du tout élégant, mais un afflux de patients qui n'ont pas forcément leur place aux urgences. Elles ont une place ailleurs parce qu'ils sont bien plus confortables ailleurs. Bobologie, oui, alors à chaque fois il faut faire attention parce que ça veut dire qu'on pourrait dire bon, des patients viennent là mais en fait ils ont quand même besoin d'une réponse. Alors c'est vrai que c'est pas forcément celle de l'urgence vitale ou celle du SAMU ou celle du SMUR ou celle du service d'accueil urgence, mais c'est une réponse donc d'organisation de rendez-vous, de programmation d'admission, de direction vers la médecine libérale quand c'est possible. Et d'absence de médecine de ville ? Alors dans nos zones rurales, alors peut-être certainement même ailleurs, mais effectivement la médecine de ville connaît les mêmes difficultés que nous. Les départs en retraite ne sont pas remplacés, donc c'est vrai que les difficultés sont, j'allais dire, totalement partagées. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble absolument. C'est indispensable. Avant de revenir sur l'hôpital au sein de la cité, je voudrais revenir sur l'entrepreneuriat et l'innovation, 2 facteurs de réussite essentiels pour vous au sein d'HL. Oui, la question qui est posée, donc à partir du moment où là, vous m'avez posé la question de la gouvernance, et on a relativisé la question de la gouvernance. La gouvernance, il faut trouver une alliance entre un regard médical, un regard soignant et un regard gestionnaire. Et à la limite, peu importe après qui incarne le leadership, on y arrivera tout le temps. Enfin, peu importe. Il peut y avoir des erreurs de casting, comme dans toute institution, c'est pas le propre de l'hôpital. La question que vous posez, maintenant on est dans un CHU. Donc le CHU, il est dans une grande métropole. Et donc, une grande partie des soignants de ce CHU, et notamment de ses leaders médicaux, mais aussi ses soignants, ont fait le choix d'exercer dans des services très spécialisés, et donc de pouvoir imaginer, inventer ou participer à des aventures d'une médecine de demain. Autrement dit, le CHU, il faut non seulement qu'il gère la vie de tous les jours, la contrainte du quotidien, et il faut qu'il donne la possibilité à ces professionnels d'être acteurs de quelque chose de plus. Non pas parce que c'est le CHU et qu'il est forcément en tête de gondole, mais un certain nombre de professionnels ont fait ce choix-là, et donc il faut qu'on arrive à leur trouver des éléments d'engagement qui sont un peu plus. Et en fait, ce qui est très fort et qui mérite d'être partagé, c'est que gérer des ressources humaines, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans une institution. Gérer une institution, des professionnels de santé qui doivent gérer des professionnels du support aux soins, des gestionnaires, des équipes de soins qui elles-mêmes se métamorphosent en permanence, c'est très compliqué. Et en fait, on arrive à la conclusion suivante, c'est que pour gérer des collectifs professionnels,
Bon, il faut un peu de talent, mais il faut accepter deux choses. Il faut accepter qu'en 2022, c'est le soignant qui choisit son établissement de santé. C'est élémentaire ce que je viens de dire là, mais il y a encore des DRH dans des hôpitaux, dans des cliniques qui n'ont pas compris que c'était le soignant qui choisissait son employeur. Ce n'est pas l'employeur qui choisit son salarié ou son collaborateur. Premier point. C'est vrai dans d'autres univers professionnels, mais en 2022, c'est une réalité dans le système de santé. Et la deuxième chose, c'est que c'est le soignant qui choisit son organisation du travail. C'est que non seulement il choisit son employeur, mais il a le droit de dire « je fais un choix sur l'employeur qui me garantit que je travaillerai le jour ou qui me garantit que je travaillerai de façon très réduite la nuit et le week-end ». Et le troisième point, c'est que dans un CHU, il faut que le CHU arrive à dire non seulement on gère le quotidien, la crise en permanence, l'ajustement organisationnel, et on a le droit aussi de prendre des risques sur l'innovation, sur des projets qui nécessitent de dégager de la ressource, alors que la ressource est rare, qu'elle est totalement absorbée par des réorganisations, et que c'est cette façon de faire, c'est-à-dire savoir dire merci, c'est pas aussi simple que ça. Savoir valoriser des équipes qui font un peu plus et leur donner la possibilité de créer, d'être innovant et de considérer que dans un CHU, on a cette possibilité-là de nouer des projets médico-soignants qui permettent d'aller un peu plus loin dans un écosystème, évidemment, qui permet d'avoir des alliances avec des industriels et de bénéficier de projets coportés avec des collectivités locales qui ont intérêt aussi à montrer qu'il se passe quelque chose dans une ville comme Lyon ou dans la métropole de Lyon. On va parler de Gerland tout à l'heure. On ne parle pas d'impression 3D, d'entrepreneuriat. Enfin, il y a tellement pléthore d'innovation ici au sein d'HL. Mais je vais revenir sur l'aspect humain, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Ça a été pour vous essentiel de créer un environnement. Ce matin, on s'en est bien rendu compte, Florence Pinault recevait 2 jeunes internes qui nous expliquaient que c'était de plus en plus difficile, que certains en 7e ou 8e année lâchaient tout. Est-ce que ça a été pour vous difficile d'expliquer, outre l'aspect des qualités de l'hôpital, qu'il y avait aussi des qualités dans le bassin de vie et qu'il fallait, il fallait les vendre aussi à vos jeunes internes? C'est une vraie question. Et puis dire qu'on a séduit tous nos internes, ce serait faux. Parce que voilà, en plus, vraiment, donc a tout à fait raison. Non seulement tous les professionnels, donc paramédicaux, effectivement, ont un choix donc immense, donc de lieux, de façon de travailler maintenant, mais les médicaux bien sûr aussi. Et c'est vrai que voilà, qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est l'ambiance à créer? Moi, j'ai eu le sentiment, pour l'expérience que j'ai vue sous mes yeux, c'est que c'est une ambiance au travail, c'est un esprit d'équipe. Et alors ça se retrouve pas forcément partout. Donc ça peut compter, ça peut jouer, ça suffit pas. Il peut y avoir aussi des éléments de rémunération attractifs, mais c'est loin d'être suffisant. C'est très loin d'être suffisant. On voit bien effectivement que la question des nouveaux statuts de praticiens peut vite arriver donc dans la discussion, avec des rémunérations parfois quand même. Enfin voilà, un jeune médecin qui sort de son internat peut se voir proposer dans un établissement un 13e échelon en tant que praticien contractuel. Enfin, ce qui veut dire qu'en fait, il est en train de doubler de 20 ans de carrière son collègue praticien hospitalier. Donc c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de résilience dans les hôpitaux plutôt périphériques, je pense que ça se retrouve moins dans les CHUS et ces difficultés, puisque a priori, les CHUS sont quand même plus naturellement attractifs que nous. Mais oui, il faut... alors, les internes qu'on a su garder, ce sont des internes qui ont su parler à leurs seniors, des médecins qui les ont respectés, des médecins qui les ont pas lâchés en pleine nature, sans support. Ce sont des internes qui ont vu qu'ils n'étaient pas là pour être de la main-d'œuvre, en fait, de substitution, alors qu'on aurait pu être très tenté, vu le faible nombre de médecins que nous comptions, que malgré tout ça, donc nos médecins seniors ont continué à les former, à les encadrer. Donc je pense qu'il y a vraiment un pacte de loyauté qui s'est fait, et voilà, on a pu faire ça, mais c'est moult ingrédients pour des recettes qui sont à refaire en fait en permanence. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, parce qu'il nous reste le temps file, l'hôpital dans la cité, comme je vous ai invité tout à l'heure. Il est essentiel aujourd'hui que l'hôpital soit partenaire des collectivités. Il y a aussi une gouvernance. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un aspect politique à votre fonction, à votre travail au quotidien? Comme vous m'avez tendu là, tout à l'heure la perche sur les hospices de Lyon et Gerland.
Juste, j'en profite pour dire une chose. Donc c'est assez simple pour les Lyonnais. Les hospices Île de Lyon sont structurés. Je mets à part notre petit bijou sur la presqu'île de Gien, parce qu'il faut toujours avoir un petit bijou de famille pour s'en sortir et accéder au soleil. Ces quatre groupements hospitaliers qui sont jalonnés, un au sud, Lyon Sud, Saint-Genis-Laval, Oulin, Abron, le groupement hospitalier Est, l'Histoire qui est sur le site des Dorériaux et la Croix-Rousse. Et en fait, la question qui est posée, c'est de dire, et quand vous regardez la ville de Lyon et la métropole de Lyon, la particularité de cette ville de Lyon, c'est que le développement économique dans le champ de la santé, c'est-à-dire le lieu d'implantation des entreprises en santé, du développement de la recherche et de développement, de l'implantation des agences internationales sur le champ de la santé, manque de chance pour nous, ne sont pas à côté des hospices civils de Lyon, sont sur le site de Gerland. Eh bien, il n'y a pas de secret. Si vous voulez assumer une mission qui est la mission d'un centre hospitalier universitaire, vous devez aussi garantir qu'à un moment donné, l'hôpital ait la possibilité d'être à côté du lieu, du quartier, du district dans lequel il y a de la création de valeur liée au champ de la santé. Et il se trouve que ce quartier, il est sur le site de Gerland. C'est là où le conseil régional, où la métropole ont investi avec la ville de Lyon. Et donc il y avait une décision qui n'était pas très compliquée à prendre, il fallait juste la prendre. Voilà, un mécanisme de décision qui consiste à dire les hospices civils de Lyon ont pu démontrer qu'ils avaient réorganisé leur géographie. Pour les Lyonnais, pendant 10 ans, il y a eu un processus de réduction du nombre de sites hospitaliers. Et la décision politique que nous avons prise était de dire qu'il fallait réinstaller une partie des hospices civils de Lyon en plein cœur du biodistrict créateur d'entreprises de santé et qui est à Lyon, à Gerland. C'est la décision qu'on a prise et on l'a prise en liaison avec l'université. Et évidemment, de ce point de vue-là, après, on peut profiter d'aspirations en termes d'investissement, de copartenariat avec la métropole. Public-privé également. Y compris public-privé, sans aucune difficulté, puisque par définition, il se trouve en plus qu'il y a Biomérieux. Biomérieux, c'est une histoire à Lyon. C'est très facile et très légitime de dire que s'il y a une logique de partenariat public-privé à inventer et à développer et à soutenir à Lyon, c'est bien Biomérieux. Revenons-en à nos moutons. L'hôpital partenaire des collectivités. Il y a un accord cadre qui existe avec la métropole et un plan local de santé. Est-ce que pour vous, c'est important de travailler main dans la main avec les collectivités, avec les pouvoirs publics qui sont partie prenante de la gestion des DHL ? Oui. Alors, pour un petit peu être élégant et un peu espiègle, moi je trouve que les hospices de Lyon ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils comprennent les intérêts à agir des infirmiers libéraux. Les hospices de Lyon ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils comprennent là où veulent aller la ville de Lyon sur le plan de la santé. Les hospices de Lyon ne sont jamais aussi bons que quand ils comprennent où veut aller l'université et où veut aller la métropole et le conseil régional. Autrement dit, la logique d'écoute des parties prenantes et de compréhension des enjeux et des intérêts à agir des communautés politiques, locales ou professionnelles qui nous entourent font et feront la différence pour le CHU de demain. Et quand vous arrivez à convaincre votre communauté que c'est ce talent-là qu'il faut développer, alors vous arrivez timidement à avancer. Le jour où j'ai dit au président de la métropole qu'on s'installe sur le biodistrict de Gerland, il m'a regardé, il était épaté. Il dit « très bonne décision ». Voilà. Et je suis sûr que symboliquement, il sera attaché à gérer un retour symbolique, politique, et évidemment, je l'espère beaucoup plus, vers des logiques de partenariat, des cofinancements avec les hospices civils de Lyon. Et c'est le même engagement que l'on prend avec l'université et avec le conseil régional. Avant de conclure, je vais me permettre de vous donner la parole à vous. Madame Garot, vous avez souhaité mettre en avant cet été, l'ISMUR a été majoritairement armé par les équipes smuristes du CH de Moulins. Vous en êtes fiers, c'est quelque chose que vous souhaitez renouveler dans le temps et vous espérez que ça soit pérenne. L'ISMUR, c'est un feuilleton donc estival, donc chaque année depuis 2019, donc financé majoritairement donc par l'ARS. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier, et une année financée donc aussi très très largement par le conseil régional et le conseil départemental. Donc c'était en 2020 peut-être. Donc oui, c'est forcément aussi un des éléments d'attractivité pour des jeunes urgentistes. Les jeunes urgentistes aiment bien monter en hélicoptère, et c'est pas, voilà, je me moque pas en disant ça. C'est
vraiment au-delà de cet aspect voilà du métier qui est une des facettes donc pour un urgentiste, ça optimise le temps médical. Et quand on a peu de médecins urgentistes en fait, et donc on réduit les temps d'intervention, donc les temps routiers. Donc ça dépend bien sûr des géographies, mais en tout cas sur l'Allier ça a été très démonstratif. Alors on l'a que 2 mois chaque année, donc voilà, c'est un appel, une demande pour l'avoir de façon pérenne. Et puis effectivement pour défendre aussi, j'allais dire, nos territoires. Moi qui suis vraiment une citadine de naissance et d'origine, voilà, mes ex-professionnels m'ont amené dans les zones rurales, dans les zones périurbaines précaires. Et là je constate qu'il y a des conditions de vie qui sont quand même très agréables. Et je pense qu'on en avait parlé pour préparer ce temps-là. Il faut aussi que nos collectivités nous aident à vendre nos territoires. Donc c'est vrai qu'il n'y a qu'en y allant qu'on se rend compte que vraiment une vie est possible. Une vie est possible et une vie est belle chez vous, Mouna Qualité de vie, oui. Bien sûr. Dernière question, il nous reste 15 secondes. Des appels à projets européens et nationaux à venir, Monsieur Lemoigne, faites-nous rêver. Non, rêver, c'est-à-dire que par définition, un CHU, il a intérêt à faire de la veille politique sur quels sont les grands appels d'offres européens. Voilà, vous avez tous compris que dans le nouveau paquet de l'Union européenne, il y a la thématique de la santé, il y a les horizons H2020. Et donc la question qui est posée à notre système de santé, c'est comment le CHU peut profiter de ces financements, parce que ce sont des financements significatifs, colossaux, qui permet de structurer des grandes plateformes de recherche technologique et de recherche de transfert. Et l'expérience montre que quand vous mettez bout à bout le savoir-faire de l'hôpital, le savoir-faire de l'université et le savoir-faire des grandes collectivités locales, et que tout le monde se met d'accord pour aller chercher la subvention au bon endroit, alors là, vous défendez votre territoire dans des conditions optimales. Pour être un peu taquin et espiègle, je voudrais dire un mot sur l'URPS infirmiers, parce qu'ils sont présents. Nous les recevons juste après sur cette table ronde. Mais alors ils sont après, donc il y a une très belle histoire. On a fait ensemble un centre de vaccination, et vous aviez d'un côté l'hôpital qui arrivait un peu sûr de lui, avec une force de logistique, de l'ingénierie en logistique, de l'organisation. Et vous aviez l'URPS infirmière qui a mis aussi à ses côtés sa propre effort, son ingénierie pour faire des plannings, documenter la présence soignante pour faire l'un des plus grands centres de vaccination en France. Et la capacité à mettre côte à côte le savoir-faire de l'hôpital CHU et le savoir-faire d'Union professionnelle infirmier a fait des miracles. Et rien que ça reste un très beau souvenir. Merci à vous, Monsieur Lemoigne. Merci à vous, Madame Laurence Garot.